Bonjour et bienvenue chez Fric au féminin. Fric est la chaîne où les rêves financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Valérie. Bonjour Ophélie, merci beaucoup pour l'invitation du coup aujourd'hui. Merci à toi de l'avoir accepté. Et avant de passer à l'interview, téléchargez votre cadeau dans la description, les 6 clés pour libérer votre potentiel et devenir libre financièrement, ainsi que de vous abonner à Fric au féminin. Ça n'était pas prévu au démarrage et tu es devenue une spécialiste de l'éducation financière sur les réseaux sociaux. Il paraît avec le temps. C'est une passion qui s'est transformée en activité professionnelle à un moment donné. Aujourd'hui, tu as une grosse chaîne YouTube où tu partages tes expériences et tout ce que tu as pu pratiquer et apprendre au cours de ta vie d'investisseuse. C'est ça. Est-ce que tu avais reçu une solide éducation financière de la part de tes parents? Alors, pas vraiment. J'ai un papa qui n'investit pas, j'ai une maman qui a investi un peu en immobilier, mais qui a toujours fait les choses dans son coin. C'est pas forcément des sujets dont on parlait à la maison. Donc, tu as appris toute seule, en fait, tu t'es formée et autres, tu as investi sur toi pour développer ton éducation financière. C'est ça, ouais. C'est un sujet qui a commencé à m'intéresser avec le temps et qui s'est mis à me passionner très rapidement quand je me suis penchée. Tu t'es penchée sur l'investissement pour switcher de ton métier de salarié ou aujourd'hui tu es encore salarié? Alors, je m'y suis intéressée en parallèle de mon métier, tout simplement parce que je gagnais ma vie et j'ai commencé à me dire, bon, qu'est-ce que je fais de mon argent plutôt que de l'épargner éventuellement. Et du coup, j'en ai fait un peu malgré moi une activité au travers de ma chaîne YouTube. Et c'est quelque chose que je fais du coup en parallèle de mon métier. C'est pas forcément le but d'en vivre totalement. Donc, en fait, c'est un complément aujourd'hui. C'est ça. Tu as appris à mettre l'argent au service de sa vie. Quels sont les meilleurs conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'investissement? C'est des fois des sujets qui paraissent extrêmement complexes vu de l'extérieur et quand on n'est pas entouré de personnes qui l'ont déjà fait. Alors, si je peux résumer un peu mes trois principales grandes lignes, la première, c'est de se former, se renseigner sur plein de types d'investissements qui peuvent nous intéresser pour être un peu préparé avant de se lancer, justement. Parce que si jamais on ne se renseigne pas et qu'on commence en se disant je verrai bien ce qui se passe, le souci, c'est qu'on peut être amené à faire des mauvais choix et se laisser un peu avoir par les paillettes des investissements, placements un peu frauduleux et un peu vendeurs de rêves qui au final ne sont que des arnaques. Il y a beaucoup de gens malheureusement qui tombent là-dedans. Donc vraiment se renseigner sur les investissements, sur les risques notamment que ça comporte parce qu'il y a plein de risques différents. Deuxième chose, pour s'intéresser à l'investissement, pour moi, il faut avoir une gestion financière, budgétaire en premier lieu aussi. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tes investissements te mettent dans le rouge. Il ne faut pas que tu te dises ah, en fait, j'ai pas de fonds d'urgence à côté si jamais demain ma voiture elle me lâche et que je dois sortir 1 000 euros pour réparer ma voiture. Il ne faut pas que tu te dises que potentiellement tu t'investis ton argent, mais en fait, à côté, tu n'as pas assez pour te sentir en sécurité parce que l'investissement, avant tout, c'est une affaire de patience. Donc, il ne faut pas retirer forcément son argent de ses investissements. Il faut plutôt le garder à long terme, l'investir à long terme. Donc, vraiment, en parallèle de ça, il faut avoir une bonne gestion financière, savoir économiser, épargner avant tout. Et après, dans ton budget, tu peux te garder un petit delta d'argent pour l'investir. Et troisième conseil que je donnerais à quelqu'un qui se lance, c'est de ne pas s'éparpiller. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai pu faire au début, parce que j'ai voulu tester plein de choses différentes. Et c'est bien d'être diversifié, mais pas trop non plus. Donc, il faut savoir où sont ses secteurs préférés, privilégiés, mais ça ne sert à rien de partir dans tous les sens. Donc, on récapitule, mettre en place son épargne de précaution, diversifier, mais pas trop, se concentrer sur ce qu'on comprend, ce qu'on connaît, ce qui va dans le sens de nos objectifs. Et on le disait, viser long terme. Toi, tu as touché à beaucoup de domaines. Quand je regardais ta chaîne YouTube, tu as investi aussi bien dans le crowdlending que la crypto, l'immobilier, la bourse. Quels sont aujourd'hui tes supports préférés? Alors, indéniablement, l'immobilier, parce que aujourd'hui, j'ai quand même un patrimoine immobilier qui est assez important. En 5 ans, j'ai investi dans 3 immeubles. Donc, ça fait un total de 10 appartements en tout. Et forcément, ça représente le plus gros de mon patrimoine. Et
que j'aime dans l'immobilier, c'est que tu peux jouer sur l'effet de levier du crédit, parce que moi, j'investis à crédit. J'ai pas mis, ou très peu mis d'apport en tout cas. Aujourd'hui, je mets quand même de l'apport pour payer les travaux de rénovation dans les appartements. Mais tous les mois, quand je paye mon crédit, en fait, c'est de l'argent que j'amortis et du coup, c'est du patrimoine en plus. Donc forcément, c'est la plus grosse partie de mon patrimoine et je suis contente de l'avoir fait relativement tôt. Par contre, avec le temps, j'ai envie de me diversifier un petit peu quand même parce que comme c'est une grosse partie de mon patrimoine, si jamais demain l'immobilier va pas trop bien, c'est pas forcément bien d'avoir que ça. Aussi, l'immobilier, ça demande pas mal de gestion, mine de rien, pour gérer les artisans quand tu fais des travaux, pour gérer les locataires qui sont pas toujours très conciliants, très faciles à vivre. Et du coup, moi, parmi mes investissements préférés, aujourd'hui, il y a la bourse. Donc, investir dans des actions, dans des ETF. Notamment parce que, justement, ça ne demande pas de gestion. Ça me prend 5-10 minutes par mois et j'y pense pas. Ça tourne tout seul, entre guillemets. Long terme, encore une fois. Et il y a quelque chose que je fais depuis 3 ans aussi maintenant, qui prend un peu de plus en plus de place dans mes investissements, et c'est l'investissement dans le vin, dans des bouteilles de vin. Et je trouve que pour le coup, hormis les aspects rentabilité, etc., je trouve que c'est un sujet qui est passionnant parce que c'était un milieu que je connaissais pas du tout et ça me fait plaisir de me reformer sur quels sont les territoires, les bouteilles et tout. Donc je trouve que d'un point de vue culturel, c'est assez sympa. En fait, finalement, l'investissement, ça reflète aussi nos valeurs et ce qui nous intéresse. Il y a des personnes qui investissent également uniquement dans le vin ou l'art, C'est ça. qui sont des investissements qui sont beaucoup moins connus que, la bourse, on va dire, la crypto ou l'immobilier. Une des plus grosses idées reçues qu'ont les gens, c'est qu'il faudrait avoir d'énormes moyens pour commencer à investir. Est-ce que tu es OK avec ça ou est-ce que tu confirmes qu'on peut commencer petit ou petite et avec un tout petit portefeuille? Pour moi, c'est en partie une idée reçue. Encore une fois, pour moi, c'est pas forcément une bonne idée de se lancer là-dedans si tu as pas une santé financière, une sécurité financière avec ton épargne de sécurité et tout ce qui va avec, de la bonne gestion budgétaire. Il faut d'abord un peu assainir ses comptes, cleaner ses comptes. Mais après, tu as des domaines dans l'investissement qui ne demandent pas d'avoir des milliers d'euros. Ça peut être quelques dizaines, voire centaines en fonction de ce dans quoi tu investis d'euros par mois et en fonction de ton budget, en fonction de tes finances et de combien tu arrives à investir tous les mois. Notamment, par exemple, des ETF, des actions, c'est entre quelques dizaines et quelques centaines d'euros selon ce que tu prends. Donc, ça peut se faire au fur et à mesure. Et l'important, encore une fois, c'est de voir long terme. Et si tu peux mettre que 50 euros par mois, c'est pas grave, tu n'achèteras pas forcément des actions tous les mois, mais peut-être tous les 2 mois, tous les 3 mois, en fonction de ce que tu as sélectionné. Et c'est déjà mieux que rien, mine de rien. Ce qui va amener le changement dans nos vies, c'est l'effet cumulé de petites actions, en fait. C'est ça, ouais, c'est exactement ça. Pour plein de choses dans la vie, pour les bonnes habitudes et pour l'investissement, c'est pareil. Est-ce que tu as remarqué une différence notoire entre les hommes et les femmes vis-à-vis de leur comportement, par rapport à l'argent? Alors, je pense que principalement, d'un point de vue culture, éducation, forcément, les hommes sont plus mis en avant dans tout ce qui est lié à l'argent, à l'entrepreneuriat, parce qu'on voit plus les hommes comme des fonceurs, des gens qui prennent les risques. Et c'est vrai, du coup, que moi, j'ai quand même l'impression que les hommes, de manière générale, prennent plus de risques en investissant. C'est ceux que je vois le plus s'emballer pour des sujets très risqués, un peu bancals parfois, dans tout ce qui est crypto-monnaie ou les projets de marketing, d'affiliation, etc. Les femmes, en revanche, j'ai l'impression que celles qui prennent le risque d'investir et qui prennent le temps de se pencher, on est peut-être un peu plus prudente au départ, mais surtout ce que j'ai remarqué, et j'ai l'impression vraiment de le voir de plus en plus, c'est que quand on se forme, on fait les choses mieux. Parce qu'on a appris dans notre éducation principalement à être des bonnes élèves. Et en fait, du coup, on va avoir beaucoup plus tendance à dire OK, moi j'ai appris que si j'investissais en bourse, par exemple, il fallait que je mette de l'argent tous les mois, que j'investisse régulièrement et tout. Et du coup, en fait, on va le faire. On va suivre le cours qu'on a vu, on va suivre la voie qu'il faut suivre.
Et du coup, on va être beaucoup plus patiente, on va être moins soumise à nos émotions, contrairement à ce que certains peuvent croire. Moi, je trouve que les femmes, on est beaucoup plus calme sur pas mal de sujets parce qu'on sait encaisser globalement, alors qu'un homme, potentiellement, lui, il va regarder tous les jours son application de bourse, il va se dire « Ah mon Dieu, là, ça a baissé, là, ça a monté, donc il faut que je fasse ça et tout ». Moi, je pense que quand on a bien fait nos recherches, quand on est une femme, ça marche mieux et je trouve qu'on applique mieux les bons gestes, les bons réflexes. Alors justement, ça transparaît énormément à travers les chiffres de ce qui se passe, dans les comportements d'investissement entre les hommes et les femmes. Les hommes vont être plus à la recherche d'une certaine technicité et de Mm. performance, là où les femmes vont rechercher de la liberté, de la simplicité et de la sécurité. Ouais. Et on voit que sur les portefeuilles, notamment, les portefeuilles boursiers, bah, les femmes s'en sortent beaucoup mieux à long terme puisqu'elles ne vont pas chercher à surperformer le marché et du coup, elles auront des meilleurs résultats à terme, ce qui est assez amusant. Ouais, bah, du coup, ouais, ça rejoint ce que je disais, c'est on apprend bien la leçon et on fait comme on nous a dit et bah, du coup, ça marche. Finalement, il y a du bon à être une bonne élève. C'est ça, c'est ça. Ça sert, ça met des freins dans certains domaines, mais dans d'autres, c'est très utile. Quelles sont tes perspectives? Est-ce que tu as des nouveaux projets, que tu vas développer? Moi, j'avoue qu'en ce moment, mes projets sont pas en point mort, mais un peu ralentis. Depuis le début d'année, j'ai un travail qui est très prenant de base, donc ça reste ma priorité, ma vraie vie, entre guillemets. Et j'ai beaucoup de choses à la fois qui arrivent, notamment côté immobilier qui me prend pas mal d'énergie en ce moment avec des histoires de travaux, etc. Donc j'essaye de me focaliser là-dessus. Du coup, ma chaîne YouTube existe encore, tourne encore, mais je fais beaucoup moins de vidéos. Là, pour la fin d'année, normalement, ça va reprendre. Donc, je veux me focaliser aussi là-dessus, sur le fait de voilà, recommencer à réfléchir pour recréer de nouvelles vidéos, du nouveau contenu. Et du coup, les principales vidéos que j'ai faites cette année sur ma chaîne sont un petit peu moins du coup orientées investissement, mais plus orientées tout ce qui est budget. Donc tous les mois sur ma chaîne, par exemple, là, je partage mon budget du mois précédent et un peu toutes les réflexions que je peux avoir autour de ça, quelles sont les choses que je fais bien, quelles sont les choses que je fais pas bien, et j'essaye de traiter un peu des sujets parallèles du type comment préparer ses vacances, comment suivre ses investissements et tout. Et autour de ça, j'ai commencé à me créer un petit fichier Excel de budget qui commence à être vraiment pas mal, selon moi, que je me suis amusée à embellir, à mettre des graphiques, coder un petit peu gentiment. Et bah, c'est quelque chose que j'aimerais partager avec les autres. Et donc, c'est quelque chose que je vais commercialiser dans peu de temps. Donc en fait, tu reprends les bases de l'éducation financière. C'est ça. On revient aux ressources en cette année de forte inflation notamment. Et je sais que les gens aiment bien suivre aussi ces vidéos-là parce que bah, on est un peu tous dans le même bateau et on est un peu tous soumis aux lois économiques. Et je pense que c'est bien de parler de ce sujet. C'est bien d'investir, mais c'est bien aussi de revenir aux bases. Bien sûr, surtout qu'en plus, généralement, on trouve les marges de manœuvre pour investir en gérant correctement nos budgets. C'est ça. Et moi, j'avoue que c'était un peu mon point principal à améliorer. Je sais que côté expérience, vacances, je suis assez dépensière et je regarde pas forcément de base parce que j'ai un bon niveau de vie, j'ai des bons revenus, j'ai un bon salaire. Et à une époque, j'arrivais bien à gérer. Et depuis quelques temps, et aussi à cause de l'inflation, je me suis rendu compte que j'arrivais moins bien à gérer et j'ai des objectifs qui ont un peu changé dans ma vie en général. Du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais mettre ça en place dans ma vie et je vais partager avec les gens. J'aime bien dire que souvent, on surestime ce qu'on peut faire en une année et on sous-estime ce qu'on peut faire en 5 ans en matière d'argent. Est-ce que tu es OK avec cette idée? Oui, moi, pendant plusieurs années, j'ai joué à la superwoman, on va dire. Et là, cette année, justement, quand on disait que j'avais un peu ralenti sur certains points, m'a prouvé aussi que se mettre trop de pression, parfois, c'est délétère et ça fait qu'on se freine parce qu'on s'épuise aussi dans certaines choses et qu'il faut un peu apprendre à être indulgent avec soi-même. Donc, ouais, je pense qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'on peut accomplir en un an, mais il faut faire attention, bah, encore une fois, à ne pas trop se diversifier, à ne pas se donner trop de choses différentes à faire en même temps, sinon on peut perdre pied assez vite, mine de rien. Pour conclure cette interview, est-ce qu'il y a des conseils, des choses que tu aimerais rajouter et que tu pourrais, transmettre à des femmes notamment qui ont décidé d'améliorer leur relation à l'argent et de devenir libres financièrement? Alors, je dirais que
Le plus important pour moi, c'est de savoir s'entourer. Donc, peut-être que dans le quotidien, c'est pas forcément facile, que ce soit notamment dans la famille, dans les collègues au travail. Je pense qu'il faut essayer de se rapprocher de gens qui peuvent être intéressés par les mêmes sujets que nous. Moi, ça a été mon cas quand j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement. Je voulais en parler avec plein de monde autour de moi. Et je me suis pris des portes closes, voire des gens qui n'étaient pas très contents que j'ose parler de ce sujet tabou qui est l'argent, l'investissement, etc. C'était vraiment en mode, mais pour qui elle se prend, alors que je ne vois pas pourquoi ça devrait être un sujet qu'on ne doit pas aborder. Pour moi, voilà, c'est essayer de trouver des personnes qui sont intéressées par ces mêmes sujets pour en parler, pour en discuter, pour apprendre des expériences, des erreurs des autres, notamment en immobilier. C'est très enrichissant d'avoir ce type de conversation. Donc, il faut regarder un petit peu autour de chez soi s'il n'y a pas des clubs. Souvent, il y a des groupes Facebook aussi d'investisseurs. Ça, c'est très facile à rejoindre. Ne pas hésiter de temps en temps à participer à des apéros, des rencontres, etc. Je trouve que c'est dans ces moments qu'on gagne le plus de motivation, qu'on a le plus de conseils, d'astuces pour la suite, ou qu'on a des nouvelles idées, notamment. Donc, voilà. Savoir s'entourer de gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous. Oui, pour ne pas se sentir jugé, pouvoir échanger sur ces bonnes pratiques et faire tomber ce fameux tabou de l'argent. C'est vrai qu'en France, parler d'argent, c'est encore parler d'intimité pour pas mal de personnes. C'est ça. Alors que finalement, l'argent est un moyen qu'on pourrait tous mettre au service de notre vie si voilà, on prend le temps aussi d'échanger, d'apprendre et de devenir meilleur sur ce sujet. C'est ça. Et je pense qu'au quotidien, moi, ça fait partie des sujets, des choses que j'espère un petit peu changer à ma petite échelle. C'est que j'aimerais bien justement qu'on libère la parole sur l'argent en général. Ne pas avoir peur de discuter, je ne sais pas, des salaires avec les collègues, avec d'autres gens. Il y a des pays où vraiment les gens, par exemple, ils ont pas de soucis à dire moi, je gagne 2 000 € par mois, moi, j'en gagne 4 000, moi, je suis au SMIC, etc. Je trouve que ça serait plus sain, d'un point de vue général, d'être transparent sur pas mal de sujets liés à l'argent. Dans le couple aussi, parce que moi, c'est vraiment quelque chose que je vois chez pas mal d'investisseurs ou d'investisseuses. Des fois, les conjoints sont très opposés sur ces sujets-là. Et du coup, ça pose pas mal de problèmes parce qu'il y a le thème de la gestion du foyer. Il y a aussi la question des investissements. Et moi, pour le coup, j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui me soutient totalement dans mes projets, notamment immobiliers, parce que ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, de stress. Et je ne pense pas que j'aurais pu faire ça si mon conjoint avait été totalement contre. Ou alors, il aurait peut-être fallu changer à un moment donné. C'est encore un des principaux sujets en fait, de séparation des couples, l'argent en France, oui. et de conflits. C'est ça, exactement. Entre ça, les enfants, etc., c'est un gros sujet. Et une des bonnes pratiques serait que les deux conjoints au sein d'un couple se forment en fait à cette question pour développer des projets qui leur sont propres et des projets communs. C'est ça. Moi, pour l'instant, par exemple, côté immobilier, j'ai que des projets perso parce que je tenais à faire les choses dans mon coin. Mon conjoint, il n'a pas investi beaucoup, pas du tout d'ailleurs. Pour l'instant, il est plus sur son épargne, crédit voiture, etc., remboursé. Mais pour le coup, il a envie aussi de faire quelque chose côté immobilier, notamment. Et pourquoi pas faire quelque chose à deux, mais on aime bien aussi le fait d'avoir chacun nos actifs de notre côté. Merci à toi, Valérie, pour cet échange de bonnes pratiques. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, j'espère que ça sera utile aux personnes qui regarderont la vidéo. Et vous retrouverez dans la description de cette vidéo l'ensemble des liens pour rejoindre les réseaux sociaux et la plateforme YouTube de Valérie.